Je vais te parler d'un de mes salariés. On va l'appeler Tom pour pas le citer, mais il se reconnaîtra. Il a à peine 20 ans et il a gagné 48 000 dollars en tradant sur un meme coin cet été. Il avait misé 100 dollars, donc presque un fois 500 en quelques jours. C'est dingue. Ce qu'il a fait ensuite est encore plus dingue, mais je vais te raconter ça un peu après. D'abord, je vais t'expliquer ce que je me suis demandé. Est-ce que ce mec est un génie du trading? Qu'est-ce qu'il a compris et que moi je ne vois pas? Ça fait des années que je suis dans la crypto, que je fais des plus ou moins bons trades, et qu'entre mon spot, les airdrops et mes trades, sincèrement, je pense pas avoir gagné cette somme. Et pourtant, je bosse comme un dingue, j'analyse, je lis, je me renseigne, et j'ai l'impression de commencer à avoir un bon petit niveau. Mais ça suffit pas. Je dois avoir un rendement moyen, je sais pas, de 15% sur l'année. Donc, la question qu'on peut se poser est qui est le meilleur investisseur finalement entre Tom et moi? Je pense que la réponse elle peut être simple. D'un côté, il y a un gars qui fait 10-15%, 20% par an. De l'autre, il y a un gars qui a fait x 500. Donc le calcul est vite fait. Mais cette réponse me convient pas. Je sais pas si c'est un excès d'orgueil ou de fierté. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a comme presque une injustice. Je suis super content pour Tom, hein, c'est pas ce que je dis. Mais quand même, pourquoi? Je lis pas mal de bouquins et de thèses, et finalement, il y a une réponse un peu différente de ce à quoi on pense qui ressort. En investissement, il y a un facteur primordial qu'on a tendance à sous-estimer, et c'est la chance. Ça paraît fou, mais c'est très sérieux. Dans son livre La psychologie de l'argent, que je vous conseille fortement d'ailleurs, il est juste là, franchement il est formidable, il se lit très facilement. Morgan Housel, l'auteur, nous explique qu'il y a quelques années, il a posé une question au prix Nobel d'économie de 2013, Robert Shiller. Il lui a demandé quelle est la chose impossible à connaître en investissement, mais que vous aimeriez connaître. Et le prix Nobel d'économie lui a répondu le rôle exact que joue le facteur chance dans la réussite financière. La chance a un réel impact sur notre réussite et la mesurer est vraiment compliqué. Mais c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Comment en profiter, ce que disent les experts et ce qu'on peut faire pour faire tomber la pièce de notre côté. Chapitre 1. C'est quoi la chance? Dans La psychologie de l'argent, l'auteur prend souvent des petites anecdotes pour illustrer son propos. Il raconte d'ailleurs l'histoire de Bill Gates. Le fondateur de Microsoft est l'un des hommes les plus riches au monde. En 1968, le jeune Bill a eu accès à un ordinateur dans son lycée. Pour cette époque, c'est extraordinaire. C'est l'un des seuls lycées au monde à en avoir un. Pour le calcul, à cette période, on comptait 303 millions de jeunes dans le monde en âge d'étudier. 18 millions d'entre eux vivaient aux États-Unis, dont 270 000 dans l'État de Washington, et environ 100 000 dans la région de Seattle. Sur ces 100 000, 300 ont fait leur scolarité à Lakeside. Bill était l'un d'entre eux. Il avait une chance sur 1 million pour faire ses études dans un lycée avec un ordinateur. Sans ce lycée, sans son proviseur un peu fou qui a commandé l'ordinateur, sans ce timing précis, Bill Gates ne devient peut-être jamais Bill Gates. Mais l'auteur va un peu plus loin. Aujourd'hui, Bill Gates et Paul Allen sont mondialement connus pour avoir fondé et développé Microsoft. Mais au départ, ils étaient trois. Un certain Kent Evans était tout aussi brillant, tout aussi passionné, dévoreur de maths, de code, sauf que Kent est mort dans un accident d'alpinisme avant même de commencer sa carrière. On dénombre à cette époque une trentaine d'accidents mortels en montagne aux États-Unis. Le risque de mourir d'un tel accident quand on est au lycée est de 1 sur 1 million. Même environnement, même passion, même potentiel, même pourcentage. Deux trajectoires totalement opposées. Juste parce que la vie a tiré une carte différente. Et Housel résume ça en disant en gros, quand on regarde quelqu'un de très riche, on voit la compétence, le travail, mais on sous-estime toujours la chance. Et à l'inverse, quand on voit quelqu'un qui galère, on sous-estime la malchance. Ce qu'il veut dire, c'est que dans la finance comme dans la vie, chance et risque sont deux faces d'une même pièce. Chance et risque expriment l'aléatoire de nos vies avec l'impact du monde extérieur et de ses conséquences sur notre propre chemin. Chance et risque sont
omniprésente dans nos vies parce que le monde est trop complexe pour permettre à toutes nos actions de déterminer tous nos résultats. Autrement dit, on joue à un jeu avec 7 milliards d'autres joueurs, avec une infinité de conditions et d'événements qui nous sont complètement indépendants. Donc, un événement que tu ne contrôles pas et que tu ne connais peut-être même pas peut avoir plus d'impact sur ta vie que toutes les actions que tu fais consciemment. Et si tu oublies ça, en tant qu'investisseur, tu te racontes des histoires dangereuses pour ton portefeuille. Ok, j'espère que je t'ai pas perdu, que tu me suis toujours, mais on va essayer de rendre ça un peu plus clair. On peut utiliser une image d'un autre auteur, Michael Mauboussin. Il te dit, imagine une ligne. À gauche de cette ligne, tu as les domaines où tout dépend de la compétence. Par exemple, les échecs. Tu ne deviendras jamais grand maître parce que tu as eu de la chance. Et à droite de la ligne, tu as les domaines où tout dépend de la chance. Par exemple, la loterie. Tu peux être très intelligent, avoir lu 200 livres, ça ne change rien à la boule qui va sortir. Et l'investissement, la bourse, la crypto, se situent quelque part entre les deux. Ce n'est pas du pur hasard et ce n'est pas non plus un jeu où la compétence te garantit un bon résultat sur ta performance. Tu peux être très bon et faire une mauvaise année, mais tu peux être très moyen et faire une énorme perf parce que tu as tiré les bons tickets au bon moment. Si tu oublies cette ligne, tu finis par confondre résultat et talent. Et là, tu commences à prendre des risques qui n'ont rien à voir avec ton vrai niveau. Ce que tu dois comprendre, c'est que la chance et le risque sont absolument partout et que tu dois faire avec. C'est l'impact de ta situation, de ton passé et de tout ce qui t'entoure. Chaque choix et action que tu fais, volontairement ou inconsciemment, est le fruit d'un milliard de conséquences qui te sont plus ou moins proches. Un peu comme un effet papillon général, mais exponentiel. Mais du coup, tu peux jouer et faire baisser l'impact et les incidences de la chance et du risque sur tes choix. Et on va voir ensemble comment. Chapitre 2. Pourquoi on confond chance et talent? On va revenir du coup à Tom, parce que son histoire est vraiment parfaite pour illustrer tout ça. Tom a fait donc un x500 sur un même coin. 100 $ qui sont devenus 48 000 $. Pas un x500 mais presque. En quelques jours. Si tu ne regardes que cette photo-là, tu peux très vite te dire « Ok, ce mec, il a un truc, il est sûrement meilleur que moi, il a trouvé la méthode. » Sauf que la réalité complète est beaucoup moins sexy. Avant ce trade gagnant, Tom a mis quasiment tout son salaire sur des mêmes coins. Il a pris un paquet de claques et à ce moment-là, il a déjà perdu une grosse partie de son salaire. Les 100 $ qui font x500, c'est une avance que je lui donne et ce n'est pas un petit billet posé tranquille. C'est vraiment les derniers 100 $ qui lui restent de sa saison. Et surtout, ce qui est encore plus dingue, c'est ce qu'il a fait après avoir gagné 48 000 $. Est-ce qu'il a sécurisé? Est-ce qu'il a pris du recul? Est-ce qu'il s'est dit ok, j'ai eu un énorme coup de chance, je vais me calmer? Pas du tout. Il a tout remis en jeu. Il a remis la quasi-totalité de ses gains dans d'autres trades, d'autres meme coins, d'autres paris ultra risqués. Résultat, il a quasiment tout perdu. Retour à la case départ. Et ça, c'est l'illustration parfaite de ce que dit Nassim Taleb dans Followed by Randomness. On est constamment trompé par le hasard. Le x500 de Tom, c'est une combinaison de une prise de risque énorme et de tirage chanceux. Est-ce que la chance et le hasard sont la même chose? On verra ça après. Mais en tout cas, le message que son cerveau à ce moment-là retient sur le moment, ce n'est pas j'ai eu du bol, c'est je suis trop chaud, j'ai le flair, j'ai compris le game. Et c'est là où la chance devient dangereuse, parce que le vrai problème, ce n'est pas qu'il ait gagné 48 000 $. Le vrai problème, c'est le niveau de confiance et de risque que ce gain a déclenché derrière. Si tu ne vois pas la chance dans l'histoire, tu te vois talentueux là où il y a un énorme pourcentage de hasard. Et tu te construis un ego sur la base d'un tirage au loto, quoi. Et tôt ou tard, le marché, il finit toujours par te remettre les pieds sur terre, c'est évident. Et je pense que vous savez de quoi je parle. Chapitre 3. Le mythe du génie qui a tout vu. Pour que ce soit encore plus clair, on va prendre un exemple en dehors de la crypto.
Et on va parler de Heinz Berggruen. Il a fui l'Allemagne nazie en 1939 pour s'installer aux États-Unis et entamer des études de littérature. C'est un jeune homme dans la moyenne, rien d'extraordinaire. Pourtant, à la fin du XXe siècle, il était devenu l'un des plus grands marchands d'art de l'histoire. En 2000, il a vendu sa collection à l'Allemagne pour 100 millions de dollars. Il y avait une collection énorme de Picasso, de Matisse, de Braque, de Klee. La valeur totale s'approchait d'ailleurs plus du milliard de dollars. Donc à l'époque, on a vu ça comme un don plutôt qu'une vente. Mais bon, bref. Qu'une seule personne ait pu collectionner autant de chefs-d'œuvre est incroyable. Comment, si jeune, il a pu anticiper quelle œuvre ou quel artiste deviendrait le plus populaire, le plus prisé au XXe siècle? Est-ce qu'il était ultra talentueux? Est-ce qu'il a eu une chance de malade? Pas vraiment. En fait, Heinz a acheté des milliers et des milliers de tableaux. Il a acheté des œuvres en masse, même des galeries entières, tout ce qu'il pouvait. Puis il a attendu que les vainqueurs se détachent progressivement. 99% des œuvres qu'il a achetées au cours de sa carrière ne valent rien. Mais il suffit que 1% de sa collection soit signé Picasso, et avec un peu de patience, il finit ultra gagnant, enfin de manière spectaculaire quoi. C'est ce petit pourcentage qui lui a fait gagner des millions. C'est ce petit pourcentage qu'on regarde aujourd'hui en se disant « Oh mais quel visionnaire !» Mais derrière, il y a des tonnes de tableaux médiocres, des erreurs, des trucs dont personne ne parle et personne ne veut. Et c'est pareil pour les grands investisseurs. Même les génies, comme Warren Buffett, ont des casseroles énormes. Des entreprises pourries, des investissements qu'ils regrettent, des erreurs qu'ils racontent eux-mêmes dans leurs interviews. Mais quand on regarde de loin, on ne voit que le plus beau. On voit le top des performances, les gros x10, les actions qui ont explosé. On ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Parce que Warren Buffett, il a beau dire qu'il se focus uniquement sur le management, sur toute la structure, qu'il étudie vraiment, il a quand même, je crois que c'est 10% de ses actions qui lui valent sa fortune actuelle. 10%. Moralité. D'abord, même les plus grands génies ont aussi des échecs. Mais ça se voit moins sur le CV. Ensuite, dans un monde où la chance a un gros poids, une bonne stratégie, ce n'est pas de tout deviner à l'avance. C'est de multiplier les petits paris intelligents et d'accepter qu'une minorité va vraiment faire le gros du travail. Chapitre 4. Diversifier sans s'éparpiller. Et là, tu peux te dire, ok, donc la conclusion, c'est que je fais comme le collectionneur et comme Tom, avec son x500, j'achète tout ce qui passe et j'attends que la chance fasse le tri. Évidemment, non. On entend deux phrases qui ont l'air contradictoires. Diversifie, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, et ne t'éparpille pas, reste dans ta zone de compétence. Les deux sont vrais. La clé, c'est la différence entre diversifier tes paris et disperser ton attention et ton capital. Tu peux et tu dois diversifier tes investissements dans un univers que tu comprends, sans pour autant partir dans tous les sens. Concrètement, ça peut vouloir dire te concentrer sur quelques narratifs ou types de projets que tu comprends bien. Et à l'intérieur de cet univers-là, accepter de faire plusieurs petits paris, en sachant qu'une partie sera moyenne ou nulle, mais qu'une minorité peut vraiment faire la différence sur le long terme. Et surtout, se diversifier, ça veut aussi dire ne pas être 100% en crypto, mais un peu d'actions, un peu d'ETF, un peu de crypto, un peu d'immobilier, etc. C'est se diversifier parmi tout le panel d'investissements possible et au sein de ces investissements, d'avoir plusieurs tranches différentes. Ce que tu ne veux pas, par contre, c'est 150 positions random que tu ne suis pas, surtout en crypto, où tout va super vite, qu'il faut être réactif et que le long terme est quand même moins pertinent sur les altcoins déjà que sur le Bitcoin ou que sur le CAC 40 ou le S&P. Et ce que tu ne veux pas non plus, c'est être all-in sur un seul truc. En mode, j'ai tout compris, ça ne peut pas rater. La bonne nuance, c'est je reste focus sur ce que je comprends, mais à l'intérieur de ce cercle, je laisse de la place à la chance en multipliant des paris raisonnables. Selon ta stratégie évidemment, et ce pourquoi tu investis. Et surtout, je garde toujours en tête le plus important. Ne jamais jouer ma survie sur un seul coup. Chapitre 5. Chance et risque, la même pièce, deux faces. On revient à l'idée clé. Chance et risque, c'est la même pièce vue des deux côtés. Le risque, c'est l'ensemble de tout ce qui peut arriver à ton capital. La chance,
ou la malchance, c'est l'endroit précis où tu tombes dans cet ensemble. Tu ne choisis pas le tirage, mais tu choisis combien tu mets dessus. Tom a joué plusieurs fois une énorme partie de son capital sur des meme coins ultra risqués. Pendant un moment, la roue a tourné en sa faveur, puis logiquement, elle a tourné dans l'autre sens. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas l'univers contre lui, c'est juste le résultat normal d'un profil de risque qui rendait ce scénario quasi inévitable sur la durée. Imagine deux personnes qui prennent le même trade. Entrée et sortie identiques. L'un met 2% de son capital sans levier. L'autre met 70% en x10. La chance est la même. Le mouvement de prix est le même. Mais pour l'une, c'est une expérience. Pour l'autre, c'est potentiellement la fin du game. C'est pour ça que Taleb répète que ton ennemi numéro 1, ce n'est pas la volatilité, c'est la ruine. Tu peux être talentueux, tu peux avoir de bons insights. Si tu joues un jeu où un seul mauvais événement peut tout effacer, ce n'est qu'une question de temps avant que la chance change de camp. Donc on a vu l'impact de la chance sur nos décisions et surtout sur nos performances. Son rapport au risque également, mais ce que je pense personnellement, c'est qu'on peut limiter cet impact. Parce que bien que les exemples et les études prouvent que la chance joue un rôle énorme, on peut quand même faire baisser notre dépendance à cette chance. S'informer, ne pas se survaloriser et surtout ne pas se sous-valoriser non plus. Comprendre, analyser et apprendre. L'échec fait partie du chemin, et ça tous les plus grands investisseurs pourront le dire. Il est inévitable. Le tout est de bien l'analyser et de l'intégrer à notre stratégie. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Un homme intelligent apprend de ses erreurs et un homme sage apprend des erreurs des autres ». Si tu regardes cette vidéo avec un wallet à moins 30, moins 50, moins 60%, tu as deux options. Soit tu te dis « Je suis nul, la crypto c'est truqué, j'arrête tout » et tu risques de tout perdre forcément et au prochain cycle de revenir exactement de la même façon et de répéter les mêmes erreurs. Soit tu te dis « Ok, j'ai payé très cher une leçon, maintenant je vais la rentabiliser ». Tes pertes, ce n'est pas juste de l'argent parti en fumée, c'est de la data, des données. Chaque entrée, chaque sortie, chaque position où tu as mis trop gros, chaque FOMO, c'est une information sur ton rapport au risque et à la chance. Si tu prends le temps de les relire, de noter ce que tu as fait et pourquoi, tu transformes un PNL négatif en expérience réelle. Et ça, c'est quelque chose que même un x500 ne t'apporte pas forcément. Un x500 mal compris, ça peut faire de toi un Tom. Un moins 60% bien analysé, ça peut faire de toi un investisseur solide dans 5 ans. Et ça, Warren Buffett le dit très bien. Concrètement, il y a 4 choses que tu peux faire. 1. Arrêter de juger au dernier trade. Un gros gain ne prouve pas que tu es un génie, que le voisin est un génie. Une grosse perte ne prouve pas que tu es nul. La seule chose que tu peux vraiment contrôler, c'est ton process. Pourquoi tu entres, pourquoi tu sors, comment tu tailles ta position, où tu places la limite entre risque normal et risque de ruine. 2. Multiplier les petits paris asymétriques plutôt que de chercher le coup de ta vie. Tom a cherché le coup de sa vie et il a eu, puis il a tout reperdu. Ce que tu veux toi, ce n'est pas un jackpot isolé, c'est une série de décisions qui, mises bout à bout, te font progresser sans jamais te sortir du jeu. Une partie de ton portefeuille peut être et doit être très sage. Bitcoin, Ethereum, Solana, grosse cap, ce que tu considères comme robuste. Une partie plus petite peut être dédiée à des paris plus risqués, mais calibrés, assumés dans des domaines que tu comprends. 3. Penser survie avant performance. Tant que tu es vivant sur le marché, tu auras d'autres chances et opportunités de tomber du bon côté de la pièce. Si tu t'exposes comme Tom avec tout son capital, la question n'est pas si, mais quand ça tourne mal. 4. Utiliser l'échec comme un outil, pas comme un jugement. Chaque perte te donne une info. Soit elle te dit bon process, mauvais tirage, soit elle te dit là, il y a quelque chose de bancal dans ta méthode ou dans ton rapport au risque. Dans les deux cas, c'est de la matière pour t'améliorer. C'est comme ça que tu réduis sur plusieurs années la part du hasard pur dans tes résultats cumulés. Conclusion. Tom, toi et la suite de l'histoire. On revient à Tom. Comme tu le sais du coup, Tom a fait un x500. C'est l'un des seuls que je connais personnellement du coup.
Puis il a tout reperdu. Toi, tu es peut-être en train de regarder cette vidéo avec un portefeuille bien rouge. Et franchement, c'est hyper compliqué, c'est chiant. Mais ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire que tu joues à un jeu où la chance, le timing et le risque pèsent bien plus que ce que Twitter te laisse croire. La vraie question, ce n'est pas qui a eu le plus gros coup jusqu'ici. La vraie question, c'est qui sera encore là dans 10 ans? Qui aura survécu au mauvais tirage? Qui aura construit un patrimoine qui ne repose pas sur un seul coup de bol? Ce que disent Houssel, Mauboussin, Taleb, Shaler et d'autres, c'est à peu près la même chose. Ce qui vient uniquement grâce à la chance peut repartir aussi facilement avec la chance. Ce que tu construis avec tes compétences, ton environnement, ta discipline et ton expérience, ça, personne ne peut te le reprendre. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, à écrire le script, c'était super intéressant. Et en tout cas, j'espère qu'elle t'a éclairé sur certains points. Et ça peut être marrant de comparer vos avis, vos plus gros coups et ou vos plus grosses pertes. Donc n'hésitez pas à partager ça dans l'espace commentaire. Pense à t'abonner si c'est pas le cas. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo sur comment je gagne du Bitcoin grâce à mes Solana. Allez, à bientôt. Ciao.